Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad et je présente cette émission. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir, ou plutôt d'être reçus, parce que nous nous trouvons chez Sinamkhan Badr Khan. Sinamkhan Badr Khan, vous êtes né en 1938 à Damas, le 21 mars, le jour du Nowruz. Vous êtes la descendante du prince Badr Khan Bek, le dernier prince de Botan. Donc le prince Badr Khan Bek et la principauté de Botan, nos spectateurs pourront regarder notre article et notre vidéo sur le site internet où nous traitons des principautés kurdes du XVIe au XIXe siècle. Et donc la principauté de Botan, l'une des plus puissantes, qui aura résisté, qui se sera battue pour le Kurdistan et pour son indépendance et sa liberté jusqu'en 1847 contre l'Empire ottoman, contre également les puissances occidentales, le Royaume-Uni en tête, mais qui voulait s'emparer du Kurdistan et des terres kurdes dans une politique de centralisation de l'Empire ottoman qui avait commencé quelques années plus tôt. Sinamkhan, merci beaucoup de nous recevoir. Ma première question sera simple. Vous parlez parfaitement français. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez appris le français? Comment se fait-il que vous qui n'avez jamais vécu en France, vous parliez aussi bien le français? Alors, vous êtes la bienvenue. Je suis contente de vous voir. Je suis née à Damas le 21 mars 1938 et j'ai fait mes études chez les franciscaines à Damas. Ce sont des religieuses françaises. C'est comme ça que on a appris le français. Et puis à la maison aussi, on parlait bien le français, mon père, ma mère. C'était pour nous, disons, la deuxième langue après le kurde. Voilà. Et j'ai fait un baccalauréat en arabe et en français. Ouais. D'accord, donc dans les deux langues, le baccalauréat français Oui, oui. à Damas. À Damas, oui. Chez les franciscaines, religieuses de Marie. Oui, bien sûr. Alors, je vais maintenant vous demander un petit peu de parler de l'histoire de votre famille, qui est attachée à l'histoire du Kurdistan depuis 2 siècles. Et on va commencer peut-être par votre illustre ancêtre, le dernier prince de Botan, Mir Badr Khan. Et en racontant son histoire, on va arriver jusqu'à vous. Et comment vous vous êtes retrouvé, vous, qui êtes du Botan, de Jazir et Botan, dans la partie nord du Kurdistan, comme on dit aujourd'hui. Comment vous vous êtes retrouvé finalement à Damas et comment beaucoup de membres de votre famille se sont retrouvés un petit peu partout ailleurs en Europe, notamment à Paris, parce il y a une longue histoire entre la famille Badr Khan et la France. Donc si vous pouviez nous parler un petit peu de ça. Alors, Mir Badr Khan a été chassé, disons, de Botan, de Jazira Botan, dont il avait son palais et tout. Et puis, il a été à Istanbul, et puis en Grèce. Et puis, il a demandé d'aller à Damas, parce que Damas, c'était comme une ville religieuse pour les musulmans. Alors, il est venu à Damas, c'est bien qu'il est venu à Damas et il est décédé à Damas. Et au moins on sait elle est où sa tombe, à Damas, dans la partie kurde de Damas. Parce qu'à Damas, il y a la partie kurde, disons, ou bien le quartier kurde, là où il y a tous les Kurdes qui habitent là-bas.
Mais maintenant, malheureusement, il y a des Arabes, il y a des Palestiniens. Mais avant, si on allait à Hayy al-Akrad, qui s'appelait des Kurdes, Le quartier des alors Kurdes. tout le monde parlait le kurde. Il y en avait beaucoup qui ne parlaient pas l'arabe. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est bien que Mir Badr Khan, on sait sa tombe, elle est où? Pas comme les autres, ses fils et ses petits-fils, ses cousins. Il y en a partout en Europe, en France et partout. Alors, sa tombe est à Damas, le quartier kurde. Là aussi, il y a la tombe de mon père, Jalad Badr Khan, et la tombe de ma mère, Roshan Badr Khan. Voilà, alors pour peut-être préciser, vous êtes vous-même la petite fille de l'un des fils du prince Badr Khan. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de l'arbre généalogique pour qu'on puisse situer un petit Alors, peu? mon, mon grand-père, c'était le fils de Badr Khan. Mon père, c'était le petit-fils de Mir Badr Khan. Et moi, je suis la petite fille Vous êtes de Badr Khan. l'arrière-petite-fille Voilà, voilà. du prince de Botan. Alors, mon grand-père, c'était Amin Ali. Et mon père, Jaladet, il y avait son frère Kamran, qui habitait ces dernières années, c'était à Paris. Et puis, mon oncle Sureya. Alors, vous voyez, ces trois fils, ils étaient partout. On peut dire partout, en Europe, en Asie, en Afrique, et c'est tout. Voilà. Oui, oui, oui. Un petit peu partout dans le monde. Euh, Sinamran, si vous me permettez, je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu peut-être plus précisément de votre famille peut-être plus proche. Vous avez des liens très vieux avec la France qui ont commencé à Damas, je crois, à l'époque où la France était présente plutôt vers le Levant, dans Oui, le Moyen-Orient. Et c'est là que euh, les liens entre les Kurdes via votre famille et la France ont commencé avec quelques illustres chercheurs français, savants ou diplomates qui étaient dans la région. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire? alors, il y avait une bonne relation de mon père avec, je crois que c'était le centre culturel français à Damas, et avec Roger Lescaut, qui était un Français, et il y avait une très bonne relation avec eux surtout. Et comme mon père, il parlait très bien le français, alors il n'y avait pas de problème. Et ma mère aussi. Alors, et moi j'ai été à l'école des religieuses françaises à Damas. C'est comme ça que j'ai appris le français. J'étais, je ne sais pas, j'avais 6 ans, 7 ans quand j'ai commencé l'école. Et on a bien appris le français. Notre temps, quand ça a commencé, c'était le français. Et puis, il y a des leçons d'arabe. Mais après, ça a commencé, il y a eu arabe et français. Voilà. C'était pas comme avant. Avant, c'était en français. Et après, le gouvernement syrien, ils ont fait deux parties. Un parti arabe, où il y avait des leçons d'arabe et le baccalauréat d'arabe et tout ça. Et l'autre partie, c'était le français avec. Alors, c'était pas facile de faire les deux. Vous voyez, euh, apprendre en, en arabe et en français. Oui, Oui, bien sûr, qui sont deux langues très éloignées et aussi très difficiles, deux langues difficiles à apprendre oui, bien et sûr. littéraires. Et on devait bien étudier, bien travailler pour qu'on puisse avoir de bonnes notes. Oui, bien sûr. Oui, malheureusement, le français est de moins en moins étudié et parlé
au Proche-Orient, je pense à la Syrie, au Liban, ce qui à votre époque n'était pas le cas. Le français était la langue C'était qui est la plus étudiée là. disons, c'était la deuxième langue. Oui, il y avait l'arabe et le français. Et bien sûr, il y avait le kurde, parce qu'il y avait beaucoup de Kurdes à Damas. Alors, nous, à la maison, on parlait le kurde, le turc, le français, l'arabe. Alors, c'était... Donc vous étiez polyglotte déjà très très jeune. Oui, oui. Et c'est bien qu'on a appris toutes ces langues. Comme ça, là où on va, on comprend ce que les gens disent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors oui, il faut dire que il y a une très grande population kurde et depuis très très longtemps dans ce qu'on appelle la Syrie aujourd'hui, et ce qu'on appelait le Levant autrefois, ou qui a porté d'autres noms au cours de l'histoire, notamment à Damas, jusqu'à présent, à Damas, à Alep, je pense, en plus bien sûr des régions kurdes qui sont elles-mêmes kurdes en Syrie. Euh, Et oui, il y a des Kurdes à Khamishlo, à Hasaka et tout ça. voilà, là, Oui, bien là, ce sont des sûr. territoires kurdes, Oui, oui. kurdes avec une population kurde, c'est historiquement kurde, mais même dans des villes comme Damas qui sont plutôt très diversifiées, il y a de vieilles populations kurdes à Damas. Oui. Euh, Peut-être un petit peu maintenant parler d'une histoire un petit peu plus proche de vous-même, comment en êtes-vous arrivé aujourd'hui à... Donc vous vivez à Erbil depuis plusieurs années. Comment? J'ai pas compris ce que vous avez dit. On va parler un petit peu maintenant de vous, de votre histoire personnelle. On a parlé de votre famille, d'où vous étiez. Un petit peu votre histoire personnelle parce que vous êtes né en Syrie, À Damas, à oui. Damas, Oui. et vous vivez depuis très longtemps en Irak, au Kurdistan, dans la région du Kurdistan, mais dans ce qu'est l'Irak, l'État irakien aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à vivre aujourd'hui à Erbil et avant ça bah, à Kirkouk, par exemple? Vous m'avez parlé Ouais. de Kirkouk aussi. Alors, comme je vous ai dit, je suis né à Damas. Et puis, j'ai été chez les franciscains. C'est comme ça que j'ai appris bien le français et l'arabe et l'anglais. Il y avait trois langues à l'école. Bien sûr, premièrement, c'était le français, l'arabe. Et puis, l'anglais, c'était deux ou trois fois par semaine. Et alors, j'ai grandi à Damas. Euh, Après mon baccalauréat, je suis allée à l'université euh, pour être avocate. Alors j'ai fait 2 ans à l'université, mais après, je me suis dit, me marier, c'est mieux que de devenir avocate. Alors j'ai quitté l'université et je suis venue en Irak. Mon mari, il était ingénieur. Il travaillait à la compagnie britannique de pétrole. On était à Kirkouk, mais pas toujours à Kirkouk. Comme on était kurdes, alors on nous envoyait. euh, c'était pas facile, mais comme vous savez, la compagnie, il y avait des maisons, on allait là-bas, il y avait tout ce on prenait seulement nos habits, c'est tout, il y avait tout à la maison, dans les maisons. Et puis, on, on est rentré à Kirkouk. Et j'ai été là-bas la présidente de la organisation des femmes du Kurdistan jusqu'en 74. 74, on a été chassé de Kirkouk et à Bagdad. Alors, à Bagdad, mon mari, il a travaillé au ministère du pétrole. Comme il était ingénieur de pétrole, alors il a travaillé là-bas. Et moi, j'ai été maîtresse ou bien Oui, professeur des écoles. à l'école internationale de Bagdad. J'ai enseigné le français. Alors, cette école
Baghdad International School. C'était une école qui appartenait aux Nations Unies. Alors tous les élèves, c'était des étrangers, il n'y avait pas d'Irakiens. Il y avait d'Arabes, mais pas Irakiens. Et puis il y avait beaucoup de compagnies étrangères, alors tous leurs enfants, ils venaient à l'école internationale de Bagdad. Alors on enseignait, bien sûr, toutes les leçons, c'était en anglais. Mathématiques, je ne sais pas quoi, tout c'était en anglais. Il y avait la langue française 2 fois, 3 fois ou 4 fois par semaine. Et puis ils ont commencé à enseigner aussi, à faire enseigner l'arabe, comme ils étaient dans un pays arabe. Ouais. Alors c'était quelque chose de très bien. Et puis on avait un très bon salaire quand c'était pas mal. Et puis ils ont vu, j'ai été nommée directrice de high school. Ah, donc le lycée, oui. Oui, à l'école. Et puis en 94, ça y est, c'était fini. Vous avez pris votre retraite. Oui, et puis comme je vous ai dit, mon salaire était meilleur que celui de mon mari. Et surtout, quand j'ai été directrice, alors ils m'ont donné une voiture. J'allais et je venais avec cette voiture. C'était vraiment quelque chose de très bien. C'était une très bonne école. Mais malheureusement, cette école a été bombardée. Lors de la guerre de 2003, donc l'invasion américaine de 2003. Oui, vous avez donc passé pas mal de... Je crois que votre mari, vous m'avez dit qu'il était de Zaho. Oui, Et donc c'est ça qui vous a finalement emmené à vivre en Irak, au Kurdistan. alors vous voulez savoir comment j'ai rencontré mon mari? Ah, je voudrais pas poser de... Mais Mais oui, mon si vous mari, pouvez nous en parler. s'appelle Salah Saadallah. Il est de Zaho. Il étudiait en Angleterre. Il faisait ingénieur. Alors, il avait une correspondance avec ma mère pour les Kurdes et qu'est-ce qui se passe avec les Kurdes en Syrie et tout ça. Alors, une fois, ma mère m'a demandé de lui écrire une lettre pour lui demander quelque chose. Ah, elle était invitée, ma mère, à comité de Athènes. Oui. Alors, elle m'a demandé de lui écrire s'il pouvait lui envoyer, comment on dit ça, Püskürten. Ah, une lettre de soutien. Oui, oui, comme c'était la seule femme kurde qui Donc était votre mari a écrit une lettre de soutien enfin avant qu'il ne devienne votre mari, oui, une lettre de soutien pour oui, votre mère qui oui, devait participer à cette conférence à oui. Athènes. Et alors, en 59, comme ça, j'ai reçu une lettre de Salah, mon mari. Alors, il me demandait si j'avais un fiancé, si j'aimais quelqu'un. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui ai dit non. Alors, il a dit, on peut se voir, se rencontrer. Alors, en 59, il est rentré d'Angleterre pour revenir en Irak. Et comme les Irakiens ils, ne pouvaient pas aller en Syrie, on s'est rencontrés à Beyrouth. Et voilà, j'ai dit OK, voilà, ça y est. Et je suis venu en Irak en 1960, là où il travaillait à l'IPC. Et on a passé de très bons temps à l'IPC. C'était la compagnie de pétrole britannique. On avait tout ce qu'on voulait. Comme je vous ai dit, on n'était pas obligé de prendre nos affaires, tout ça. On prenait nos habits et c'est tout.
alors. Et en 74, on était encore une fois chassés de Kirkouk et on s'est installé à Bagdad, là où mon mari il a repris son travail au ministère de pétrole. Et moi, je suis devenu prof de français à l'école internationale de Bagdad. J'ai enseigné le français et puis j'ai enseigné aussi l'arabe aux étrangers. C'était une très bonne expérience pour moi d'enseigner l'arabe aux étrangers. C'est comme ça que j'ai trouvé que l'arabe, c'était une langue très, très difficile. Oui, je confirme, j'ai essayé moi-même de... Enfin, je n'ai pas vraiment eu le temps. J'ai commencé à prendre des cours et c'est très difficile, effectivement. Sinamran, donc nous avons beaucoup parlé de votre famille qui, en plus donc du prince de Botan qui s'était battu durant de longues années pour le Kurdistan, votre famille, donc ses enfants puis ses petits-enfants n'ont jamais cessé de défendre et de lutter pour la cause des Kurdes. Euh, dans quelques pays qu'ils soient d'ailleurs. On peut rappeler par exemple que l'un des fils de Badr Khan Bek, donc Migdad, si je ne me trompe pas, a ouvert le premier journal en langue kurde dans ce qui était encore l'Empire ottoman à Istanbul à l'époque. Mais Euh, c'était pas à Istanbul. La première à fois, Damas. c'était à Non, en Égypte, au Caire. En Égypte, au Caire. D'accord, d'accord, d'accord. Je pensais que c'était à Istanbul, puisqu'ensuite, certains de ses fils étaient aussi à Istanbul. Ils ont Oui. été dans l'administration, mais ils n'ont jamais cessé, la famille Badr Khan n'a jamais cessé de défendre la cause des Kurdes. Et votre oncle Cameron, par exemple, Mais, qui était à Paris, mais, vous-même, mais avant mon oncle, c'était mon père. La magazine de Hawar à Damas. oui, Voilà, il y a là, c'était dans les années 30. Et puis là où il pouvait publier un journal, magazine kurde, en disant que on peut parler de tout, mais pas de politique. Vous pouvez, là, vous pouvez le voir, oui. Alors et c'était pas facile pour mon père, parce que il y avait besoin d'argent, et puis il y a tous les Kurdes, ils l'ont aidé et il a pu publier ce Hawar. Voilà. donc ce magazine Ouais, en langue kurde dans les années 30 à Damas. ouais, Je voulais parler de votre oncle Cameron et de vous-même. Puisque vous avez rencontré en 1970 Mala Mostafa Barzani, ouais. je crois. Pouvez-vous me parler de cette période et de vos liens avec le général Mostafa Barzani, président du PDK à l'époque? Alors c'était en 1970. Il y avait le congrès du parti. Mon oncle était invité. Alors il est arrivé à Bagdad et puis on est allé à Haji Amran. Je n'oublierai jamais comment Mala Mustafa, c'était incroyable que Mala Mustafa, il ouvre la porte de la voiture et il prend le sac de mon oncle. Alors les peshmerga, ils sont venus, ils ont voulu prendre le sac. Qu'est-ce qu'il a dit, Madame Mustafa? Il a dit, c'est notre chef, c'est pas moi. Alors vous vous rendez compte comment il était, Madame Mustafa. C'était incroyable, incroyable, et je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir rencontré. Donc Mala Mostafa qui à l'époque, à la tête de ses peshmergas, menait une lutte armée, ce qu'on appelait la révolution de septembre, contre l'État irakien pour le droit des Kurdes. Et à l'époque, oui, comme vous dites, il était, on pourrait dire, encore très très puissant. Oui, parce que je peux dire que mon oncle, c'était lui comme
qui était, disons, le représentant des Kurdes en Europe. Ah. Voilà. Oui, Oui. oui, donc votre oncle Kamaran qui participait à l'époque au congrès du Parti démocratique du Kurdistan représentait à l'époque les Kurdes en En Europe, Europe. puisqu'il était à Paris, je crois, Oui, aussi, il au était moment de à Paris. Paris, oui. Et puis, il, c'était grâce à lui que on a pu faire l'Institut kurde à Paris, quand maintenant M. Kendall Nazan est le directeur. Oui, bien sûr, Ouais. l'Institut kurde de Paris, qui est une vieille institution qui a déjà une cinquantaine d'années, je crois, maintenant, À peu près. à peu près, oui. Donc c'est votre oncle Kamaran, là encore, qui est à l'origine Oui, de sa oui. création. C'est avec Roger Lescaut, qui était, voilà, euh, ils étaient vraiment des amis. Alors il a parlé de cette histoire qu'il y a beaucoup maintenant de Kurdes à Paris et on doit faire quelque chose et tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé l'Institut kurde à Paris. Je voudrais bien vous remercier pour ce programme qui est vraiment, c'était comme une histoire des Kurdes de la famille Bedrkhan et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont écouter cette... yeah. Mais c'est nous qui vous remercions, Sinapran. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous, dans votre magnifique bureau. Les spectateurs de, de Kurdistan In pourront voir ça en images, avec toutes ces photos et toutes ces archives incroyables que vous avez. Merci de nous avoir reçus, nous sommes très heureux, puisque vous êtes en quelque sorte encore un témoin de l'histoire kurde via votre famille et ce que vous avez vous-même traversé. Merci beaucoup de nous avoir reçus et à très bientôt pour un nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Merci. Moi aussi, je vous remercie. Je suis contente de vous avoir et j'espère que vous allez venir un jour, on déjeune ensemble, un repas kurde. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sinapran. Je vous en prie.